Madame, Monsieur, bonsoir. Le problème du harcèlement moral fait aujourd'hui la une des journaux et des magazines dans un contexte d'accroissement de la productivité, de la compétition, du morcellement des tâches et donc du stress dans l'entreprise. Des paroles, des gestes peuvent détruire par leur répétition, peuvent déstabiliser et même, dans 10% des cas, selon les spécialistes, conduire la victime au suicide. Les psychiatres parlent d'ailleurs de violence perverse, celle qui conduit quelqu'un à s'enfermer dans le piège tendu pour son supplice. Je cite. C'est ce qui est arrivé à un jeune facteur de Wezenbeek-Oppem, David Van Geysel, qui le 17 octobre de l'an dernier s'est jeté sous un train après avoir laissé un dernier mot d'adieu à ses parents. « J'en ai assez, à quoi bon continuer ?» Assez de quoi ? À l'issue de quel processus, de quelle mécanique manipulatrice? C'est ce qu'ont essayé de comprendre pour vous Robert Neiss et Abder Rarbo dans « Le facteur ne sonnera plus ». David avait laissé un message. Oui, il avait laissé un message ici. Enfin, c'est pas nous autres qui l'avons trouvé parce que quand la police est venue ici donc pour nous dire ça, c'est eux qui ont trouvé ça et c'est ce qu'il avait écrit. Donc, hebben genoeg van. Waarom ermee doorgaan? J'en ai vraiment assez, vous qu'à continuer ainsi. Hein? Alors il avait marqué ici David PS. Donc PS, l'évasion se trouve à Vieux-Everley à la gare. Mais alors, par après, quand ma femme Marie-Claire a nettoyé la chambre ici, elle l'a trouvé dans la chose, mais ça je ne vais pas le montrer. Donc déchiré de ce carnet-ci d'un nom donc, de ces harceleurs, des personnes qui l'ont harcelé. Il a écrit ce nom, mais ce nom-là, on la tient pour la justice. Ça, il avait écrit leur nom sur ce carnet et il avait jeté ça dans la corde. Il avait jeté donc de ce petit carnet-ci, donc, parce qu'on voit que c'est la même feuille. Et c'est la même feuille. Hein. C'est la même feuille. Hein. Et c'est son écriture, donc ça va être contrôlé. L'évasion se trouve à Oud-Everley. L'évasion se trouve, c'est le dernier mot qu'il a écrit donc. Le mardi 17 octobre, il est parti au travail et le matin, donc vers 4h30, il s'est levé et il a pris une autre voiture parce qu'il avait pris sa mobilette avec, parce que dans sa voiture, il ne savait pas la mettre. Et alors au matin, donc vers 7h25, comme ça, je suis parti au travail donc avec sa voiture et j'avais allumé la radio donc et j'ai entendu donc à la radio qu'il y avait donc un problème sur la ligne de Louvain, Sint-Joris-Weert. Et je me suis encore dit, encore quelqu'un qui s'est acheté donc en dessous du train, ouais. Marie-Claire, lorsque les gendarmes arrivent ici, ils savent déjà qu'il s'agit de David. Oui, au début, ils ne savaient pas. Ils avaient bien vu dans sa voiture sa veste, une veste de la poste. Mais notre fils portait une bague de son grand-père, avec des initiales autres que les siennes. Donc au début, la police hésitait. Ils ont d'abord cherché. Ils ne trouvaient pas. Cela ne concordait pas avec David Van Geysel. Ils sont même allés chez un autre facteur du village, mais cet homme était bien chez lui. Mais du fait qu'il y avait sur notre voiture une publicité avec notre numéro de téléphone, ils ont finalement fait la connexion et ils sont venus ici. Ils sont arrivés ici après 10 heures, même pas 5 minutes après, ils étaient ici. Mais c'était la police de Vieux-Everley qui est venue nous dire cela. Et bah oui, on était cloués à terre, on ne savait pas quoi répondre. On en pleurait, je ne sais pas, tout ce qu'on a fait, c'est... Enfin ouais. Hein,
À ce moment, enfin, même pas 5 minutes après ce qu'on a eu donc de ce qui s'est passé, moi j'ai pris le téléphone, j'ai téléphoné au bureau de poste donc, de Wezenbeek et j'ai dit est-ce que vous êtes content maintenant vous avez eu ce que je vous ai prévenu il y a 15 jours. David avait quel âge? C'était 3 jours avant son anniversaire, donc il allait avoir vers 22 ans le 20 octobre. Et c'était votre fils unique? C'était notre fils unique. Oh, c'était un garçon très, très doux de caractère. C'était un brave garçon. Ouais. Qui aimait bien de discuter de toutes sortes d'affaires avec. Ouais. De parler, surtout de voitures. Ça, c'était sa vie. Et j'ai entendu des collègues à lui qui venaient chez nous à l'établissement aussi, qui disaient aussi, oui, David, il parle de voitures, il était un fanatique de Citroën aussi. C'était sa vie un peu. Quoi. Il n'était pas renfermé, il n'était pas solitaire? Non, pas du tout, non ça c'était plutôt quelqu'un de social encore. Ouais. Parce qu'on a des amis aussi qui habitent ici à Huldenberg, qui avaient des chiens méchants. Et quand il était facteur, il avait ses poches pleines de biscuits pour les chiens. Hein. Alors il parlait à tout le monde. Ouais. Il parlait des chiens, il parlait de leur maison, il parlait. C'était vraiment pas quelqu'un qui allait faire des choses ainsi. Il a en fait commencé son métier de facteur ici à Huldenberg. Donc vous l'avez connu comme facteur ici. Ça se passait bien? Il était content de son travail? Oui, parce qu'il a attendu assez longtemps avant qu'il a eu ce job-là. Mais il était vraiment... Oui, il était heureux. À ce moment-là, on voyait qu'il était heureux. Tout le monde le disait au village. Ah, maintenant on a de nouveau un facteur comme dans le temps. C'est bien un facteur que... Il parlait beaucoup avec les gens. Il aimait ça? Oui. Et les gens dans le village appréciaient ça aussi? Oui. Parce que ça, on le voit plus souvent. Hein, parce que chez nous, le facteur vient avec sa petite voiture, hop, met ça dans la boîte aux lettres et il est parti. Hein. Nous le connaissions bien. Nous le côtoyions pratiquement tous les jours. Donc on l'a connu plus ou moins petit. Et maintenant, on l'a connu jusque quand... il nous a quittés, enfin. À partir de quand est-ce que vous avez commencé à sentir qu'il allait moins bien? Mais quand il a passé quelques semaines, peut-être quelques jours, peut-être quelques semaines, je ne sais pas juste tabler ça, mais quand il a quitté Huldenberg pour aller à Wezenbeek-Open, là, il a commencé à avoir des problèmes. On sentait vraiment qu'il y avait quelque chose qui a changé. Cette envie d'aller travailler a totalement disparu. Ça, on a très bien senti au moment où il a changé d'emploi. Changer d'endroit de travail surtout. Qu'est-ce qu'il vous disait? Il vous parlait de ce qu'il vivait au bureau de poste de Wezenbeek? Il parlait ça d'une certaine façon. C'était pas toujours dire oui, c'est lui ou c'est un tel ou j'ai ceci ou j'ai cela. Non, la plupart du temps, ce qui arrivait, c'était que il disait bon, j'en ai marre, je ne veux plus travailler. C'est plus gai d'aller travailler. On sent très bien que ça ne va pas. J'arrive pas au bout de mes tournées. Ces tournées sont très longues, sont très, très dures à suivre. Donc on sent qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus. Entre vous, avec madame, vous parliez parfois de David, vous vous disiez tiens, il y a quelque chose qui ne va pas? On parlait souvent, mais bien souvent on disait mais enfin c'est quand même pas normal que le garçon n'arrive pas à tenir là, mais on ne savait pas quelle était l'étendue des problèmes. Ça, on ne les connaissait pas, mais on disait, mais enfin, il y a quand même quelque chose qui cloche. Au début qu'il était à Wezenbeek, il avait maigri de 30 kilos. Alors ma femme, quand il venait au salon, ma femme le demandait, alors David, t'as maigri, t'as fait quelque chose? Parce qu'il pesait assez beaucoup. Non, il dit, c'est mon travail. Mais nous, on croyait que c'était question de, un facteur, le travail physique, il a beaucoup à courir, à faire du vélo, mais c'était autre chose, quoi. Vous aviez l'impression qu'il était plus triste à ce moment-là? Oui, surtout plus triste, et plus calme aussi. Oui.
David était arrivé à Wezenbeek au début de l'année passée. Il aurait pu y croiser Yannick, un jeune facteur de 19 ans qui avait travaillé au bureau de poste de Wezenbeek pendant 3 mois. Vous commenciez à quelle heure la tournée elle-même? Donc le matin, j'arrivais à la poste à 5h, enfin 5h moins quart. Les journaux, c'était fait pour 6h, 6h30. Et après, je commençais donc à classer toutes mes lettres. Et une fois que tout cela était fini, je partais en tournée. Et la deuxième tournée avec les lettres, elle commençait à quelle heure? Pour moi, elle commençait souvent à 1h30, 2h l'après-midi. Ah oui. Et ça se terminait alors à 7h30, 8h du soir, 8h30 grand maximum. Ça, c'était pas la journée de travail normale d'un facteur? La journée normale d'un facteur termine normalement entre 2 et 3 heures de l'après-midi. Au grand maximum aussi. En fait, vous connaissiez cette commune avant d'y travailler? Non, jamais. Je n'y avais jamais mis les pieds. Et on vous a un peu expliqué comment ça se passait, où étaient les rues? On avait reçu un petit plan et il fallait se débrouiller avec ça. Donc un petit plan avec toutes les rues de Wezenbeek-Oppum et il fallait vous débrouiller. Quand on vous voyait avec votre sac travailler 3, 4, 5 heures de plus même que les autres, est-ce qu'il y en a qui vous ont proposé de vous aider? Non, pas du tout. Jamais? Non. Chacun pour soi. Et le percepteur, qu'est-ce qu'il disait, lui? Lui, on le voyait pratiquement jamais dans le bureau. Et quand il venait dans le bureau, c'était pour m'engueuler ou... Il y avait des moqueries, on se moquait de vous parce que vous travailliez plus longtemps? On rigolait avec moi parce que j'étais le plus jeune. On me chantait des chansons de Kabouterplop. Des injures comme ça, en fait. Ici, je vais à droite? Oui. Donc la tournée continuait par ici. Pour vous, c'était encore vous, là, ici? Oui, oui, oui. Donc, tout ça, c'était pour moi. C'était difficile comme tournée? La première tournée, après 2-3 semaines, je commençais quand même à la connaître. Mais à fur et à mesure, on me changeait. J'ai été du 4 au 8 et du 8 au 12. Et le 12, c'était vraiment la catastrophe, quoi. C'était votre premier travail, en fait, ici? Oui, mon tout premier. Je venais de sortir de l'école. Un mois après, j'ai eu ce boulot. On peut dire que vous avez été servi? Très bien servi, oui. Et puis le bureau de poste, il est par où? Juste ici à droite. Alors, on va passer devant. Alors le voilà. Oui. C'est là que vous avez passé vos 3... Mes 3 mois d'enfer, oui. Le dernier jour que vous avez travaillé, il y a eu toute une histoire ici. Oui, oui, oui. Donc là se trouvaient les gendarmes et la police qui étaient autour de moi. Et juste à la porte, le percepteur avec tous les facteurs et ceux qui faisaient partie du syndicat aussi. Et pourquoi la police et les gendarmes étaient-ils là? Parce que je lui avais rendu une clé de la porte devant. Et soi-disant après, enfin 1 heure après, il m'a rappelé et il m'a dit que je ne lui avais jamais donné cette clé. Et pour ça, ils ont appelé donc la police, la gendarmerie. Et ils étaient ici à 6 hommes. 6 hommes ou quoi? Oui, 6 hommes. Ils vous accusaient d'avoir volé la clé? Voler la clé, voler le sac, voler les vêtements, de tout, de tout. À ce moment-là, mon père est venu. Au moment où je suis arrivé, j'ai vraiment cru qu'il y avait un hold-up à la poste, parce que tous les facteurs, tous les employés se trouvaient dehors. Mon fils était entouré par les forces de l'ordre. Donc vraiment, là, j'ai un peu paniqué également, parce que je me suis dit, bon, il y a eu un problème. On a continué à l'harceler, l'embêter, il s'est rebellé. Est-ce qu'il n'a pas fait quelque chose qui était répréhensible à ce moment-là? Bon, j'ai demandé des explications aux gendarmes.
Le gendarme m'a dit, voilà, bon, Yannick ne veut pas remettre la clé de la porte d'entrée, ainsi que les vêtements qu'il porte. Bon, j'ai dit au gendarme, écoutez, les vêtements qu'il porte sont les siens, puisque c'est des vêtements qu'il avait reçus en prêt d'un facteur pensionné. Il devait lui remettre par après, donc ça n'appartenait pas à la poste. Alors au sujet de la clé, je lui ai demandé, il me dit, écoute, papa, il dit, j'ai remis la clé, donc il n'avait plus la clé en sa possession. J'avais encore conseillé à Yannick de demander un petit papier, une sorte de reçu pour avoir remis la clé. Monsieur le percepteur a dit, je te le ferai par après, il ne l'a jamais fait. J'ai dit, écoutez, s'il y a une plainte qui a été déposée, écoutez, fouillez-le, fouillez son véhicule, pour prouver la bonne foi de mon fils, que mon fils n'avait pas volé ses effets qui appartenaient à la poste. Aucune plainte n'a été déposée, donc j'ai pris congé de la gendarmerie et nous sommes rentrés à la maison. Et quelques jours après, il s'agissait du 24 décembre, nous avons reçu ici une perquisition de la police de Dilbeek qui venait donc fouiller la maison pour retrouver cette soi-disant sacoche en cuir, petite sacoche en cuir, ainsi que cette clé. Donc vraiment, c'était jusqu'à Noël qu'on nous a embêtés. Il s'est avéré qu'on a retrouvé à Wezenbeek-Ophem la sacoche du courrier, la petite sacoche. On les a retrouvés dans le bureau de Wezenbeek-Ophem. Il s'agissait encore de cette clé, mais comme Yannick l'a remise après la fouille de la police ici à Dilbeek, il s'est avéré que cette clé n'était pas chez nous. Et nous avons reçu donc une facture de la poste pour le remplacement de la serrure de Wezenbeek-Ophem, le remplacement des pneus qui avaient été crevés, un ciseau qui a été employé par Yannick pour ouvrir son armoire parce qu'on avait volé ou perdu ou égaré la clé de son armoire personnelle au bureau. Et la facture s'élève à plus ou moins 17 000 francs, ce que j'ai refusé catégoriquement de payer. Quand est-ce que vous avez commencé à vous apercevoir que ça n'allait pas vraiment pour lui à Wezenbeek? Très vite. On savait, il rentrait, d'habitude il est très joyeux. Ici il était vraiment, enfin disons, très fatigué déjà. Un petit peu agressif, je peux dire, parce que bon, malgré tout, il était fatigué. Mais très vite, on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose là-bas à Wezenbeek-Ophem. On lui a demandé au début ce qu'il y avait, mais bon, Yannick n'est pas quelqu'un directement sortir tout, si on peut dire. Mais après quelques temps, il a commencé, maman, j'ai vu ça, ou papa, j'ai vu ça, est-ce que tu trouves ça? Bon, très tôt, très vite, on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose, oui. Et vous en avez parlé ensemble? On en a parlé ensemble, oui. Oui, tout à fait. Les premiers jours, ça allait. Après, disons, plus ou moins une semaine, une femme s'est arrêtée à côté de moi pour me demander le chemin. En fait, à Wezenbeek-Ophem, je lui ai répondu en français. Et depuis ce jour-là, en fait, ça a commencé à dégénérer. Est-ce que vous avez des exemples de choses qu'on pouvait faire pour vous embêter ou pour voler mon sac, le sac en cuir. Mais remélanger mes lettres après avoir classé tout de A à Z. Casser les pneus de vélo. Vous crevez les pneus de votre vélo? Oui. Donc on me crevait les pneus de vélo pour que ça ne sache pas partir ou que je parte encore une heure plus tard. Et quand on vous cachait votre sac de postier, ça vous retardait bien sûr dans votre travail? Oui. Et le courrier que l'on mélangeait, expliquez-nous un peu comment ça se passait, ça. J'étais à mon bureau, il était 1h30 de l'après-midi, j'étais pas encore sorti donc de la poste, en train de tout classer, j'avais fini, donc je suis parti à la toilette pendant 2 minutes, le temps que je suis revenu, ils avaient de nouveau tout mélangé avec des tartines entre la poste. Des tartines plaquées dans le courrier? Des tartines, oui. Et ce genre de choses, ça s'est passé une fois de temps en temps ou bien ça se passait régulièrement? C'était toujours des autres choses en fait. C'était jamais la même chose. Mais tous les jours, il y avait quand même des engueulades et plein d'autres trucs. Est-ce que tous les postiers, est-ce que tous vos collègues se comportaient comme ça? Non, il y en avait quelques-uns. 4-5.
plus ou moins. Et le receveur du bureau de poste, il était au courant? Parfaitement au courant. Parfaitement, mais il n'a rien voulu savoir. En fait, il était inclus dans les 5 personnes à Wenbeek-Oppem. Et comment vous avez réagi alors en tant que père et mère en voyant que votre fils subissait ce genre de brimade au travail? Ben, tout d'abord, on a cru un peu à des blagues entre collègues, ce qui n'est pas en soi méchant ou répréhensible, mais le fait c'est que quand on a vu que ces blagues ont tourné au harcèlement de semaine en semaine, en semaine, en semaine, sans avoir de haut ni de bas, mais toujours une constante, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros problème au bureau de poste de Wezenbeek. Nous avons voulu prendre contact aussi avec le percepteur, qui nous a raccroché au nez, prétextant que nous n'avons rien à voir à son boulot, ce qui est exact. Mais bon, nous voulions aussi solutionner un tout petit peu les problèmes de Yannick. Il partait le matin à 5h, rentrait le soir à 7h, épuisé. Dans la voiture, en rentrant, puisqu'il n'a pas de communication facile ni aisée pour rentrer à Dilbeek, j'allais le chercher donc à la fin de sa journée. Ben, c'est dans la voiture qu'il s'endormait. Il rentrait à la maison, s'était mangé un tout petit quelque chose parce que l'appétit n'y était pas. Et puis c'était dormir. Donc vraiment, boulot, dodo. Qu'est-ce qu'on ressent, Yannick, quand on est comme ça pendant 3 mois, en but à des brimades, à des moqueries? Qu'est-ce que vous ressentiez en vous-même? On se sent mauvais, parce que à fur et à mesure, on croit vraiment qu'on fait ses fautes nous-mêmes. Et on se croit vraiment pas fait pour ce boulot, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment se sentir mauvais. Il est devenu beaucoup plus amer, aigri. Il a plus de violence en lui. Je trouve que cette expérience a été négative pour lui. Et je crois que ça l'a marqué sans qu'il s'en aperçoive. Mais marqué, ça l'a fait. Et pas dans le bon sens. Je crois que quand on a une expérience de travail la première fois qu'elle se déroule tellement mal, je crois à la rigueur, c'est à vous dégoûter d'encore travailler. Aujourd'hui, vous iriez retravailler à la poste? À Wezenbeek-Oppem? Jamais. Plus jamais. Je veux plus revoir une seule tête qui travaillait là. Vraiment plus. Même les gens qui faisaient rien, même ceux-là, je voudrais plus les voir. Ça me ferait trop penser à ce qui s'est passé en fait. Nous avions aussi prévenu une organisation syndicale. Nous avions aussi prévenu des gens de ce qui se passait à Wezenbeek dans le cadre de ces harcèlements. On nous avait promis de faire une enquête. Éventuellement, on nous avait, entre guillemets, dit que le percepteur avait été éloigné de ce bureau. Et il s'est avéré que le percepteur y est toujours. Ainsi que les gens qui ont harcelé mon fils, les gens avant et les gens après. Et c'est un peu pour ça qu'on s'est révolté quand on a entendu l'histoire de David Van Geisel, puisqu'on s'est dit, c'est pas possible que ça se passe encore à Wezenbeek. David est arrivé à Wezenbeek quand? Il est venu chez nous vers fin janvier, début février. Au départ, on ne le connaissait pas du tout, mais ensuite nous avons fait connaissance. Comment ça s'est passé entre David et ses collègues au bureau de Wezenbeek? Comment est-ce qu'il a été accueilli par ses collègues dans ce bureau? En fait d'accueil, il n'y en a pas eu du tout quand il est arrivé. Il a été mis directement au travail. Ce que l'on entendait, c'était des réactions du genre « il ne sait pas rouler à vélo » ou encore « il n'a fait qu'une demi-tournée ». Il doit tout le temps revenir demander « où est cette rue? Je ne l'ai pas vue ». C'était une façon de mettre à l'épreuve les facteurs qui arrivaient pour voir s'ils tiendraient le coup. Et ça se passait souvent, ça se passait tous les jours, ce genre d'histoire?
Tous les jours, oui. Et après un certain temps, cela devient blessant pour quelqu'un d'entendre tout le temps des remarques du style « Il ne sait pas rouler à vélo, il lui faut son vélomoteur » ou bien « Pourquoi n'essaie-t-il pas de pédaler ? Cela le ferait maigrir. Comme cela, il n'aurait plus de problème d'obésité, etc. » Au début, vous pouvez dire cela une fois, mais après, il ne faut pas en remettre. Qu'est-ce que ses collègues reprochaient à David? Pourquoi ils lui en voulaient? Je suppose que le fait qu'il était corpulent y était pour beaucoup. Son vélomoteur aussi. Et David était quelqu'un de franc. Souvent, il leur disait des choses où je lui faisais remarquer « David, tu n'aurais pas dû dire cela. Tu viens de commencer à travailler ici. Ils ne peuvent pas encore supporter cela. Plus tard, tu pourras dire ce genre de choses, mais pas encore maintenant. » Et lui, il me répondait « Ils n'ont qu'à me prendre comme je suis. Ils n'acceptent pas mes explications, ma manière d'être. Eh bien, désolé. Ils n'ont qu'à m'accepter tel que je suis. » Quand il a commencé à travailler à Huldenberg, les premiers jours, il n'avait pas de moto. Il allait donc à vélo. Mais là-bas, tout le monde avait une moto. Alors il en a acheté une aussi. Quand il a été muté à Wezenbeek, il a emmené sa moto. À Huldenberg, on n'a jamais fait de commentaires au bureau, tout le monde y allait à moto. À Wezenbeek, cela a commencé dès les premiers jours. On donnait des coups de pied dans la moto. Pour eux, elle était toujours dans le chemin. En fait, ils ne supportaient pas que David roule un vélomoteur alors qu'eux allaient à vélo. C'était de la jalousie, je ne sais pas. Mais il donnait tout le temps des coups dedans. La première année, son vélomoteur n'avait jamais rien, tandis qu'ici, il y avait constamment des dégâts. Je me demande ce qu'ils avaient contre cela. Il payait quand même. Il s'est payé le vélomoteur lui-même, il payait l'assurance, l'essence. Pour la poste, c'était tout profit qu'il roule à moto. Est-ce que c'était tous les postiers qui se comportaient comme ça ou seulement quelques-uns? C'était quelques facteurs, mais les autres devaient suivre. Moi, comme tout le monde, j'étais dans le coup. Pourtant, David et moi, on s'entendait bien, surtout après le travail. Mais je devais aussi, dans une certaine mesure, suivre. David savait que ce n'était pas intentionnel de ma part. Il savait qu'il pouvait toujours revenir vers moi pour parler des problèmes, de choses et d'autres, pour nous soutenir mutuellement à propos de ce que l'on vivait au travail. Mais il y avait quand même un responsable de ce bureau de poste, un percepteur. Comment est-ce que lui réagissait? En fait, il n'a jamais su ce qui se passait réellement au bureau. Il était en général assis, à l'avant, dans le bureau de poste, pas là où les facteurs se réunissent. Alors il ne voyait et n'entendait pas. De son côté, David ne pouvait évidemment pas lui parler à lui, car il était du côté des facteurs. Pour le percepteur, il ne s'était jamais rien passé. Quelle tournée effectuait David? C'était une tournée difficile? C'était une tournée difficile, très lourde. C'était une des tournées avec le plus grand nombre de rues à Wezenbeek, avec énormément de courriers aussi. Je le sais parce que je l'ai faite aussi, au début, vers la Noël 98 et Nouvel An 99. Il m'est arrivé de travailler sur cette tournée jusqu'à 9h du soir. Est-ce que le percepteur lui faisait des reproches plus particulièrement et plus souvent? David a régulièrement reçu ce que l'on appelle un modèle 9. Ce sont des formulaires où le facteur doit se justifier quand il y a des personnes habitant dans la zone de la tournée qui déposent plainte. On doit indiquer sur ce formulaire ce qui s'est produit. C'est vrai qu'il en avait régulièrement. Presque tous les jours, il avait ce genre de papier à remplir. Mais j'ai aussi entendu à propos de divers collègues que parfois on cachait du courrier. Que cela lui soit précisément arrivé à lui, je ne sais pas. Cela a pu être tantôt lui, tantôt un autre. Je ne sais pas non plus tout dans les détails.
Il passait tous les jours pour bavarder ou acheter quelque chose. Pas nécessairement pour acheter d'ailleurs, simplement pour bavarder sans plus. Il disait qu'il n'aimait plus travailler là, qu'on lui cherchait toujours des misères, que le travail le plus moche c'était toujours pour lui. Il ne voyait pas d'issue. Nous, on discutait avec lui, on lui disait « cherche un autre job alors ». C'est d'ailleurs ce qu'il avait l'intention de faire, il en parlait. Il y avait surtout certaines personnes qui lui cherchaient des ennuis. Notamment le percepteur, oui. Il parlait beaucoup avec ma sœur aussi, car nous sommes deux ici. Le percepteur, il disait que c'était surtout lui qui le harcelait. En tout cas, nous, on essayait surtout de l'encourager à chercher un autre travail. On lui disait « Tu es encore jeune, tu as encore une longue vie de travail. Si tu dois y aller tous les jours à contre-cœur, tu ne tiendras pas longtemps. » Vous savez, ce n'est pas gai d'aller travailler tous les jours dans des conditions pareilles. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il fasse quelque chose comme ce qu'il a fait? Est-ce qu'il vous donnait l'impression d'être un homme désespéré? Je dois bien dire, à certains moments, oui. Pas au point de faire ce qu'il a fait, mais quand même. C'est vrai qu'on l'entendait souvent dire « Je ne sais plus comment m'en sortir. Il vaudrait mieux que je ne sois plus là. » Nous, on lui répondait « Ce ne sont pas des solutions, tu dois faire quelque chose. » Il faisait oui, mais c'est vrai qu'il disait qu'il ne voyait plus comment s'en sortir. Bon, nous, on ne pensait pas qu'il ferait une chose pareille parce que cela arrive à tout le monde de dire un jour « Je ne vois plus comment m'en sortir. » Mais les mois qu'il a passés à la maison en dépression, là, on voyait vraiment qu'il était très déprimé. Chaque fois qu'il venait en disant « Bon, m'ennuie au boulot, on fait ceci », je le reprenais, je disais « Mais David, écoute, à tout travail, au jour d'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui font des activités telles. On harcèle un petit peu, on ennuie, on essaye un petit peu comme ça, à gauche, à droite, de jouer, entre guillemets. Et bon, il faut te rebiffer, il faut te remettre la contre. » Et j'ai toujours parlé dans ce sens-là avec David, moi. Donc, à ce moment-là, allez me dire, voilà, on fait ceci ou on fait cela. Je lui disais, David, écoute, à toi à te défendre, à toi à te battre. Maintenant, je ne sais pas à quel niveau ça a été dans le bureau de poste de WSMB Coppel. Il était harcelé, mais il n'en parlait pas à ce moment-là, lui. Parce qu'il m'a dit, celui-là m'embête. Moi, je dis, David, défends-toi. Hein? Parce que moi, j'ai dû me défendre aussi. Donc, c'est peut-être... mais je dis, défends-toi. Mais il ne l'a pas fait, il était trop bon pour ça. Et à vous, Marie-Claire, est-ce qu'il parlait davantage de ce qu'il vivait au travail? Est-ce qu'il vous racontait des choses concernant le comportement de ses collègues à son égard? À partir du moment où il a été muté à Wezenbeek, il a beaucoup moins parlé de son travail qu'avant. Auparavant, il racontait beaucoup. Par exemple, qu'il avait rencontré un tel ou un tel. C'était beaucoup plus détendu. Mais dès qu'il a été à Wezenbeek, on voyait cela à sa manière de rentrer du boulot. Il n'était plus le même, il a dû se passer beaucoup de choses. Mais je pense que cela a été une série de petites choses qu'il trouvait peut-être trop futiles pour nous les raconter, mais qui par accumulation ont fait que cela était trop. Quand cela s'accumule, à la longue, vous n'en parlez plus aux gens, parce qu'ils vont vous dire « Eh bien, défends-toi ». Chez des jeunes de 21 ans, on ne va pas pour de petites vétilles contrôlées comme chez des enfants qui a fait ceci ou qui a fait cela. Mais au bout du compte, il ne pouvait plus supporter. J'ai vu trop tard dans quel état il se trouvait. Il ne nous a jamais vraiment dit. Le harcèlement, oui, il en parlait, et il a cité des noms de gens qui lui cherchaient misère. Mais ça sortait comme cela à certains moments, quand ça devenait vraiment trop dur. Alors il disait des noms, mais on aurait dit qu'il voulait nous épargner et résoudre le problème lui-même. Cher monsieur, depuis le 1er mars, j'ai été engagé à la poste au bureau de Huldenberg, dans les environs immédiats de mon domicile.
L'entente et le climat de travail étaient bons. Ensuite, j'ai été transféré au bureau de Kortenberg, puis à celui de Wezenbeek Opem, pour des raisons qui me sont totalement inconnues. Dans le dernier bureau cité, l'entente était si mauvaise à cause des brimades et des vexations que je suis tombé en dépression. J'ai dû aller chez le médecin de famille qui m'a conseillé un repos total. Pourtant, cher monsieur, ce serait un plaisir pour moi de reprendre le travail. Cher monsieur, je m'adresse à vous par nécessité pour demander s'il ne serait pas possible que j'obtienne ma mutation pour le bureau de Huldenberg, où l'environnement de travail est bien meilleur. Le docteur m'a dit, écoute, Firmin, il y a David qui a donc des tendances au suicide. Je dis, oh là, c'est pas possible, c'est positif comme il est, je ne voulais pas le croire. J'ai dit, c'est quelque chose qui n'est pas possible, ça. Moi, j'ai téléphoné alors au précepteur, donc, à Wezenbeek Opem, sans que David le sache. J'ai dit, écoutez, arrêtez, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je dis, hein? Le docteur m'a dit donc que David avait des tentations de suicide. Arrêtez avec ça quand même. Et de l'autre côté, la réaction, ils ne l'ont pas dit, mais aussi bien que... Et alors, ils ne l'ont pas dit, vous savez, mais aucune réaction de l'autre côté. À la poste, ils ont des formulaires officiels de certificat de maladie. David n'en avait plus. Il avait téléphoné au bureau de poste de Wezenbeek pour dire qu'il n'avait pas de formulaire officiel. Ils allaient lui en envoyer. Entre-temps, David avait été chez le médecin pour pouvoir fournir quand même à temps un certificat. Le médecin lui avait donné un certificat ordinaire en ajoutant à la main qu'il délivrait ce certificat en attendant le formulaire officiel. David l'avait envoyé par recommandé à Wezenbeek. Puis un jour après, ou 2 jours, je ne sais plus, est arrivée cette grande feuille. Vous pouvez nous le lire? Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Il faut faire compléter les documents officiels et avertir par téléphone avant la fin de la période, donc avant le 30 août 2000. Vous êtes prié de renvoyer sans délai vos certificats de maladie. Moi, je me dis que c'est pas possible de traiter les gens comme ça. C'était des caractères d'imprimerie comme sur une affiche. Voilà le genre de lettres qu'on lui envoie et non signées. Je me demande pourquoi, pendant son congé de maladie, il fallait qu'il le harcèle une fois de plus avec des papiers comme ça. Quand David est tombé malade, il a été malade pendant 3 mois, quelles ont été les réactions au bureau de poste? Est-ce qu'il y a eu de la compassion pour son cas? Absolument pas. Ce n'était absolument pas de la compassion. Vraiment pas. J'ai vécu cela aussi dans mon propre cas. Simplement, David a téléphoné pour dire qu'il était malade et qu'il avait vomi du sang. Et la réaction, cela a été « Waouh, il dégueule du sang !» Voilà ce qu'ils ont dit. On a dit que c'était un profiteur, qu'il voulait rester à la maison pour ne pas travailler. Et vous-même, vous avez vu David pendant cette période-là, il vous a parlé de ce qu'il ressentait? Quand il était malade, pendant son congé de maladie, il venait de temps en temps où il me téléphonait. Il disait qu'il n'allait pas bien, qu'il était déprimé. Il se plaignait de maux d'estomac, mais au fond, il ne m'en a pas tellement dit. Quand je le voyais, il était gai en fait. Cela peut sembler étrange, mais il était joyeux. Il essayait de blaguer et de faire rire. En fait, il donnait le change, mais je savais qu'il aurait beaucoup de mal à retourner à la poste. Qu'il craignait d'encaisser l'un ou l'autre coup. Enfin, façon de parler, pas au propre, mais au figuré. Qu'il allait avoir des difficultés. Quand on avait le malheur de parler de la poste, il s'en courait. Donc, il y avait quand même quelque chose qui ne tournait pas rond de ce niveau-là. Quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois? Je l'ai vu 2 jours avant son décès. Dimanche. Le dimanche. Et là, il était comment? C'était la veille de sa reprise de travail. La porte ouverte à leur maison. Hein. Moi, je lui ai dit, David, est-ce que ta mallette est déjà prête? Ne m'en parle pas, il m'a dit. Voilà, ça c'est une des dernières paroles qu'il a données. Et là, vous avez senti qu'il était angoissé? Lundi, quand il devait commencer. Hein. Lundi, le 16 octobre, il devait commencer. Hein.
Le dimanche, il a dit, je travaillais, sa cheveux se dressaient sur sa tête quand on parlait de ça. Je dis, David, tu sais, ils t'ont demandé ta mutation. Pour avoir ta mutation, ils t'ont dit que tu devais aller travailler. Je dis, va encore une semaine, 2 semaines, et tu auras ta mutation, comme ça tu es tranquille. Hein? Donc le lundi, il est parti jusque-là. Et ce qui s'est passé, je ne sais pas. Je crois qu'on va bientôt avoir des témoignages de cela. Il s'est passé quelque chose. Je peux dire comment j'ai vécu ce lundi-là. Nous retournions au travail après une grève assez importante. Nous avions beaucoup à remettre en ordre. À un moment donné, nous avons appris par un facteur que David était arrivé. J'étais un peu étonnée car il était indiqué sur nos papiers que David était encore malade pour 1 mois, pas qu'il recommençait le 16. Alors j'ai vu David. Ce n'était pas le David que je connaissais. C'était comme si à tout moment, il allait éclater en sanglots. David a alors demandé quelle tournée il devait faire. On lui a donné cette dure tournée. Il s'est enfui à l'arrière. Il est resté derrière et après une demi-heure, il est parti. Je n'ai rien entendu ni vu à part cela. Je lui ai juste dit « Tiens, tu dois venir travailler ». Et là, il a dit, avec un visage, comme je disais, au bord des larmes, « Oui, mais cela ne durera pas. Je repars tout de suite. » Je n'ai pas pu avoir plus de contact et aujourd'hui, je le regrette énormément. Il est reparti. Vers 7h au matin, on a eu un coup de téléphone du percepteur en disant « Est-ce que David est à la maison ?» On était tout inquiets. On dit « Qu'est-ce qui s'est passé la première fois que ce percepteur-là me donne un coup de fil ?» Alors il m'a dit « Ouais, David est parti après 10 minutes, et il m'a dit donc le percepteur, quand David revient, dis-lui qu'il me ressonne. Je dis « Ok, je dirai. Hein. » Ça se fait que David est arrivé ici dans l'après-midi. Et je dis, femme réclame, où est-ce que tu es resté? Hein? J'étais inquiète. Quand même, on fait quand même pas ça. David, c'est vrai, on ne sait pas ce qu'il a. Vous croyez qu'il avait peut-être eu un accident ou quoi? On ne sait jamais. Hein? Donc, il en a marre. J'ai été voir dans autre place qui me dit à Saint-Georges Swing. Il a été voir à Louvain. Il a fait toute la rue de Louvain. Il a été sollicité pour commencer directement. Naturellement, une fille, quelqu'un ne vous prend pas directement ainsi. Hein? Donc, il ne faut pas lui demander où est-ce que ça allait être à ce moment-là. Hein? Alors lui, il est rentré donc vers 1h, 2h, qu'il était ici à la maison. Oh, on a demandé ce qui s'est passé. Il a raconté ça, qu'il avait été... Et on voyait déjà qu'il était fermé. Je dis, David, je dis, s'il te plaît, donne un coup de téléphone au percepteur. Il a demandé que tu le téléphones. J'étais assis à côté de lui, à 1 mètre de lui. Il a téléphoné. Alors j'ai bien entendu le percepteur lui dire, je m'en fous, qu'il a dit, tout le monde est sous pression ici, tu reviens demain ou tu reviens pas. Qu'est-ce que tu fais? Et David a répondu tout calme là-dessus. Ben, je reviendrai. Puis il est monté en haut dans sa chambre. Je me dis, qu'est-ce qu'il a? Enfin, j'ai été dans sa chambre, je me suis assis dans son fauteuil et j'ai essayé de lui parler, mais il était couché sur son ventre avec son visage dans ses coussins. Il voulait pas me répondre. Enfin, il voulait pas me répondre, il me répondait pas. J'ai dit, vite, s'il vous plaît, je te parle. Hein. Je dis, il était vraiment. Je crois qu'il avait déjà. S'était déjà renfermé sur lui-même et peut-être qu'à ce moment-là, il avait déjà pris sa décision donc, du lendemain matin. Mardi, David n'est pas arrivé chez nous. Il devait être au bureau à 5h. À 6h, 7h, 8h, toujours pas de David. Entre 10 et 11h, le percepteur est venu à l'arrière, vers les facteurs, et il a annoncé que la gendarmerie avait téléphoné que David s'était suicidé, qu'il s'était jeté sous un train, mais qu'on n'était pas encore tout à fait sûr que la police devait vérifier si c'était bien lui. Et quelles ont été les réactions de vos collègues ce jour-là? Ce jour-là, je ne peux pas dire exactement. Les premiers étaient déjà en tournée, il y en avait quelques-uns qui étaient encore occupés au bureau. Mais le lendemain, le 18 donc, les réactions, c'était qu'ils ont chanté une chanson à propos d'une petite gare, dans le genre « Si tu ne t'en sors plus, jette-toi sous le train ». C'était assez cru, sans aucun tact, très dur. À les entendre, David n'a jamais été harcelé. Cela ne s'est jamais passé chez nous. Cela a été la seule réaction. Dans la chambre du fils, hein. Ouais, son lit, ça de la dernière nuit qu'il a passé. Qu'est-ce que je peux en faire? Je crois qu'il n'a même pas dormi cette nuit-là dans son lit parce qu'il n'avait que simplement ouvert le drap de lit.
Et on voyait qu'il n'avait pas couché parce qu'il savait remuer quand il se couchait. Il savait remuer vraiment le lit. Et je crois qu'il s'est installé ici parce qu'on a retrouvé les boutons de sa chemise. Parce qu'il avait vraiment... il avait une chemise de la poste, donc il avait vraiment arraché. Cette chemise, il l'avait ouverte, donc sans ouvrir les boutons, il avait arraché ses boutons parce que les boutons sont encore dans le fond du fauteuil. Et il avait un insigne de la poste, donc la poste devait quand même être comment je veux dire, ça lui rongeait, qu'il a arraché l'insigne qui était sur son pantalon. Et je crois qu'il a pleuré toute l'année parce qu'on a encore trouvé, on n'a pas besoin pour nettoyer la poubelle. Il avait mangé quelques mélodies, des mouchoirs qu'il a pleuré, donc ça me fait mal quand même. Qu'est-ce que je pourrais expliquer? Il avait sa TV ici, il avait tout, c'était sur son petit appartement. Il avait tout ici pour être heureux, que je crois quand même, hein, parce qu'il dit ça là parce qu'il y avait eu sûrement un problème chez lui à la maison. Mais ça m'étonnerait qu'il aurait eu un problème ici, parce que tout ce qu'on savait lui donner, il était fils unique. Et, ici, il a son petit coin ici qu'il avait donc avec ses bandes dessinées. La Poste a organisé une enquête interne. Mais à ce moment-là, je suis moi-même tombée malade parce que j'étais également menacée. Un collègue m'a dit que je ne pouvais pas parler, que je devais faire comme si je n'avais rien vu ni rien entendu. Sinon, je le sentirais passer. Après la mort de David, vous avez écrit une lettre que vous avez envoyée aux parents, dont vous avez fait des copies, où vous avez consigné une série de choses que vous aviez vécues et que David avait vécues là-bas. Pourquoi avez-vous décidé de poser ce geste? Parce que j'en avais assez de ce harcèlement vis-à-vis de moi, de David et d'autres. Je trouve que cela doit cesser, que les gens doivent redevenir humains, ne plus être aussi durs, qu'ils doivent avoir à nouveau des sentiments. Il faut que tout cela s'arrête. Il n'est pas possible de travailler ensemble dans de pareilles conditions. Monsieur le directeur, le 17 octobre, un de mes jeunes patients, David Van Geysel, est décédé. Il s'est donné la mort. David allait avoir 22 ans et la vie aurait dû lui sourire. Il travaillait au bureau de poste de Wezenbeek-Oppem. David était une nature sensible, même un peu fragile. C'est peut-être pour cela qu'il était la cible des sarcasmes de quelques collègues et qu'il n'osait pas se défendre, ou en était incapable. Durant l'été déjà, il parlait de se suicider, les brimades l'épisaient. Je voudrais vous adresser quelques demandes en me permettant d'insister. Serait-il possible d'ouvrir une enquête et de questionner les employés individuellement et de manière strictement confidentielle au sujet des pratiques qui ont cours dans ce bureau de poste? On imagine évidemment qu'un certain nombre de collègues nieront toute vexation. Je ne puis que vous faire part de la façon dont David ressentait tout cela. Pourrait-on créer une commission qui aurait pour tâche d'évaluer les problèmes qui peuvent exister dans les différents bureaux de poste? 5 de mes patients sont entrés à la poste ces dernières années. Trouvez-vous normal que 4 d'entre eux aient quitté la poste depuis longtemps pour aller travailler ailleurs? Le 5e, c'était David. Classiquement, on définit le harcèlement comme un ensemble d'actes hostiles qui sont dirigés vers une ou plusieurs personnes et qui se font de manière répétée et, disons, sur un certain temps. Donc il ne suffit pas d'un ou deux actes pour commencer à parler de harcèlement. Et c'est là toute la difficulté, c'est que c'est difficile d'identifier la limite, à partir de quel moment est-ce qu'on est dans le harcèlement, puisque c'est un ensemble de faits dont on se dit, l'ensemble de ces faits, sur telle durée, ça donne du harcèlement. Étant mis dans des conditions psychologiquement de plus en plus difficiles, et étant donné qu'on lui rend le travail aussi concrètement de plus en plus difficile, forcément, peu à peu, la personne, à la fois concrètement et psychologiquement, est de moins en moins capable de réaliser son boulot. Ça renforce évidemment les agressions à son égard, donc elle est de plus en plus touchée, donc elle est de plus en plus incapable, et ça devient un cercle vicieux, et on ne sait plus très bien où on a démarré. Mais c'est clair qu'au bout du processus, la personne devient dans l'incapacité de réaliser son boulot. Et on lui reproche. Qu'est-ce que l'on peut faire pour sortir du cercle vicieux du harcèlement lorsque on en est victime? Envoyer des signaux apparemment ne suffit pas. Oui. Première chose à faire, c'est sortir de l'isolement, c'est en parler. Je pense que aussi résistant qu'on soit, quand le harcèlement atteint un certain point, on ne s'en sort pas tout seul.
Il y a des gens qui résistent plus ou moins longtemps, mais à terme, que ce soit par démission, qu'on doive quitter l'emploi, ou ici avec des conséquences extrêmes comme un suicide, c'est très difficile, voire même impossible de s'en sortir tout seul. Entre le harceleur et le harcelé, il y a aussi les témoins, tous les témoins plus ou moins passifs. Oui. Là encore, lorsqu'on est témoin de quelque chose qui ressemble à du harcèlement, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire ? Il faut d'abord dire que c'est pas évident de faire quelque chose, parce qu'il y a toute une dynamique de groupe qui intervient, notamment une dynamique qui est animée par la peur. Et puis il y a aussi tout ce mythe qui se construit autour de la victime, où on commence à se dire que si ce qui lui arrive, c'est un peu de sa faute. Et donc ça n'encourage pas à agir, et c'est pas évident d'agir, parce que si on se met à agir soit pour la victime, qu'est-ce qu'on risque ? C'est soi-même de se retrouver dans le même bac qu'elle, et de subir soi aussi le harcèlement. Donc d'abord, il faut dire que c'est pas évident. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Quand on est témoin, ça c'est une vaste question. En tout cas, je pense que c'est essayer de prendre conscience de ce qui est en train de se passer, essayer d'aller au-delà de cette apparence, c'est la faute de la victime, et essayer d'un peu percevoir sa souffrance. Mais malheureusement, il faut bien dire que c'est par après qu'on s'en rend compte. Pour certains, les harcèlements avérés amènent dans 10% des cas, à peu près, à un suicide. Ça semble quand même énorme comme chiffre. Donc ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est exceptionnel. Donc ça se trouve des suicides. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut être attentif à tous les signaux qui sont présents d'abord, parce qu'avant qu'on en arrive au suicide, on passe par la victime qui fait état du harcèlement. On passe par la victime qui a des congés de maladie répétés, la victime qui est en dépression ou en burn-out. Donc souvent, il faut vraiment être attentif aux signes qui précèdent. Ce qui est sûr, c'est que tous les ans, il y a des gens qui se suicident sur leur lieu de travail ou dans le chemin qui mène au travail comme ici. Alors on peut toujours dire le suicide, est-ce que c'est dû uniquement à ça ? Sans doute qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent. Mais quand on se suicide sur le lieu de travail ou sur le chemin du travail, c'est un acte symbolique fort, je pense, c'est l'acte ultime pour être entendu, pour faire entendre sa souffrance au travail. Donc là, moi, dans ces cas-là, je relie fortement ça à ce qui est vécu sur le lieu de travail. Et si on est attentif à l'actualité, ce genre de suicide n'est pas rare, malheureusement. Vous avez créé le 17 août dernier une ASBL qui s'appelle Helpende Handen, qui veut dire les mains secourables. Là. Dans quelles circonstances et pour quelles raisons vous avez créé cette association ? On a créé cette organisation parce que on a souffert, ma femme et moi, tous les deux, de harcèlement moral. Je m'excuse, je vais continuer en flamand parce que c'est ma langue maternelle, parce que je ne sais pas très bien m'exprimer en français. Je vous en prie. Nous avons fait cela parce que nous avions été tous deux victimes de sérieux harcèlements pendant des années. J'ai cherché de l'aide, je n'en ai pas trouvé. Cela ne signifie pas que l'aide n'existe pas, mais que je ne pouvais pas la trouver, qu'elle n'est pas disponible au moment où vous en avez besoin. C'est pour cela que j'ai contacté l'agence Belga pour lancer un appel aux gens qui vivaient le même problème que moi et pour trouver une solution. Quels sont les objectifs que poursuit votre association ? Est-ce que, pour vous, il faut aboutir à un changement de la législation ? Oui, il faudra quand même un changement de la législation, et je vais le dire en flamand. Un service d'utilité publique devrait être créé qui puisse faire fonction de centre d'appel extérieur, auquel chacun puisse s'adresser, un organe neutre, acceptable pour tous, c'est le premier point. Ce centre d'appel devrait pouvoir assister les victimes dans leur lutte contre le harcèlement. Il doit aussi être à même de résoudre des situations conflictuelles à l'intérieur de l'entreprise. Le rapport sur les solutions doit pouvoir être utilisé en vue de sanctions et par le tribunal correctionnel si l'une des parties ne le respecte pas.
Le centre d'appel doit aussi pouvoir mener des campagnes positives en matière de prévention dans les entreprises. Ce qui est également très important, c'est que la victime, c'est-à-dire la personne qui signale l'effet de harcèlement, puisse compter sur une protection un peu semblable à celle dont bénéficie un délégué syndical. Ce ne serait pas normal que quelqu'un qui signale un harcèlement soit mis à la porte. À la base du harcèlement, il y a toujours un ou plusieurs harceleurs. Est-ce que vous pensez que, dans certains cas, il faudrait que des sanctions pénales soient prises à leur encontre? Du moment que c'est prouvé, oui. Parce que je ne vois pas la différence entre un capitaine du mafia qui se met derrière son bureau et dit « tu vas me tuer celui-là » et d'une bande d'harceleurs qui fait la vie si pénible que quelqu'un se jette sous le train. D'une façon comme d'une autre, nous avons perdu notre David. Tout l'argent, toutes les sanctions du monde ne nous le rendront pas. Ce n'est pas seulement sa vie qu'ils ont prise, c'est la nôtre aussi. Il était notre seul fils. Mais je me sentirais lâche si nous restions ainsi dans le fauteuil en disant « Notre David est mort, que les autres se débrouillent pour affronter ce genre de situation ». Si un de ces jours je découvre dans un journal que quelqu'un d'autre s'est donné la mort pour cause de harcèlement, je me sentirais vraiment lâche. Je ne dis pas que nous pouvons faire des miracles, mais je sais que la décision que David a prise de se suicider, nous, en parlant publiquement, en parlant de la raison de son suicide, nous allons provoquer une secousse. Et il va y avoir une proposition de loi. Elle est déjà déposée d'ailleurs, mais elle va être promulguée. Et cette loi dira que toute personne qui, par le harcèlement, a poussé quelqu'un au suicide ou l'a simplement anéanti au point qu'il n'est plus capable d'aller travailler est passible de peine sévère. Oui, le bureau de poste de Wimbeek-Ophem. Je voudrais parler, monsieur. Oui, à l'appareil, je peux vous aider, monsieur. Oui, c'est Robert Neyes, je suis journaliste à la RTBF. Et nous sommes en train de réaliser une émission sur le suicide de David Van Geysel. Oui. Alors nous voulions savoir si vous aviez quelque chose éventuellement à nous dire sur cette affaire. Alors, je vais vous donner un numéro de téléphone où vous pouvez avoir des renseignements concernant ça, monsieur. Oui, C'est chez monsieur Lenz Freddy. Oui, mais vous-même, vous étiez le percepteur du bureau de poste où il travaillait. Je ne peux pas donner des renseignements, il faut s'adresser à ce monsieur-là. Vous ne pouvez rien me dire sur ce qui s'est passé dans votre bureau de poste? Non. Vous avez reçu des... Il faut prendre contact avec monsieur Lenz. C'est le chef de communication, monsieur. Ah, et il est au courant de ce qui s'est passé? Il est certainement au courant, oui. Quoi, il est venu dans votre bureau de poste? Oui, monsieur, il faut s'adresser chez lui. Hein. Vous pouvez lui téléphoner. Il a fait une enquête à votre bureau de poste? Monsieur, vous voulez téléphoner à monsieur Lenz, alors vous allez recevoir des nouvelles de ça. Et il est possible de rencontrer des postiers du bureau de poste de Wezenbeek? Ça, je ne sais pas. Ça, je vais une fois demander. Ça, je ne sais pas si c'est possible. Mais normalement, pas. Oui, il faut s'adresser chez monsieur Lenz. Il va vous expliquer, monsieur. Oui, vous êtes au courant du fait qu'il y a eu des accusations de harcèlement qui ont été portées contre des postiers de votre bureau? Écoute, monsieur, je vous dis qu'il faut prendre contact avec monsieur Lenz. C'est lui qui s'en occupe. Vous ne pouvez rien me dire de plus? Non, je vais rien dire, monsieur. Bien. Merci. Je vous en prie. Voilà. On a commencé l'enquête directement après la mort, mais on continue.
les contacts avec toutes les personnes qui veulent témoigner, parce que, bon, apparemment, ça prend un peu de temps. Pas tout le monde a déjà voulu s'exprimer. On veut vraiment, à 100%, être certain de ce qu'on va raconter. Et la direction a décidé de faire cela fin décembre. Et j'ai posé votre question à la direction qui m'ont dit non, pour l'instant, on attend, on respecte les délais qu'on a communiqués et c'est fin décembre. Donc, rien à faire pour l'instant. Bien, nous attendons de vos nouvelles. Voilà, je dois encore vous signaler que nous enregistrons cette présentation le 12 janvier et que malgré nos rappels, jusqu'à cette date, nous n'avons reçu aucune nouvelle de la Poste. Le mois prochain, Fait divers essaiera de répondre à une question à laquelle sont confrontés depuis bien longtemps les habitants riverains de Bierzée. Mais comment peut-on vivre près d'un aéroport de nuit ? À très bientôt, au mois prochain.